Alors, on va avoir la troisième communication de ce panel, donc de Olivier Bégin-Cahouet, qui va nous parler de précarité en contexte social-démocrate, études sur la recherche universitaire en Finlande, Norvège, Suède et au Danemark. Olivier est chercheur post-doctoral au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et est basé à l'Université du Québec à Montréal. Il détient un doctorat en enseignement supérieur comparé de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, affilié à l'Université de Toronto. Et ses recherches portent principalement sur la production de recherche supérieure et les structures politico-économiques. Alors, Olivier, c'est à toi. Oui, donc bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de me tenir devant vous et de vous raconter trois histoires. Les trois histoires sont issues de ma thèse de doctorat que j'ai défendue en novembre dernier. Ces trois histoires, c'est d'abord l'histoire d'une compétition croissante pour la production de recherche au niveau mondial. C'est par la suite l'histoire du succès social-démocrate et nordique en termes de production de recherche. Et finalement, l'histoire de la précarisation du travail universitaire qui s'observe partout, même en contexte social-démocrate. Ici, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un modèle sur un autre, simplement tenter de peindre un portrait complexe et idéalement nuancé des transformations des universités. Je vais essayer de passer à travers les trois grandes composantes qu'on va avoir dans ce colloque, soit au niveau systémique, institutionnel et conditions de travail. C'est comme si je faisais les trois, de faire les trois en même temps. J'essaie de tout faire, c'est une habitude chez moi. Parmi les multiples transformations qui affectent l'enseignement supérieur depuis une vingtaine d'années, la priorisation de la recherche m'apparaît comme fondamentale. Dans nos sociétés dites de la connaissance, les universités, en tant que dépositaires du savoir, créatrices de savoir et formatrices d'une main-d'œuvre qualifiée, sont de plus en plus au cœur des politiques publiques. Que ce soit parce qu'ils sont intéressés à la recherche en elle-même ou par le prestige qui en découle, les décideurs publics tendent à implanter différentes réformes qui augmentent la quantité de recherche qui est produite. En se fiant sur diverses mesures bibliométriques ainsi que sur des classements internationaux dont la validité est fortement contestée, ils considèrent avisé d'imiter les modèles anglo-saxons et au premier rang ceux des États-Unis et du Royaume-Uni parce que c'est les universités de ces pays-là qui se classent toujours le mieux au niveau international. Or, il existe une pluralité de systèmes d'enseignement supérieur et il n'est pas toujours possible d'affirmer qu'un modèle est supérieur aux autres. Ici, j'ai pris 16 pays de l'OCDE. Je les ai divisés selon leur modèle d'économie politique, selon le modèle Esping-Anderson, mais aussi un autre. Mais bref, d'Europe continentale, pays anglo-saxons et pays nordiques. Et, je vous amène tout de suite à la deuxième ligne. Souvent, on regarde le nombre d'universités dans le top 20, dans le top 50, dans le top 100. Ce que je décide de faire, c'est de prendre la méthode de Philippe Aguillon, économiste français à l'Université Harvard, qui dit, prenons le nombre d'universités, si on croit que les rankings veulent dire quelque chose, prenons le nombre d'universités dans le top 100, multiplions-le par le rang inversé, divisons par la population et comparons ça avec les États-Unis qui ont un index arbitrairement défini à 100. Donc, tous les pays ici sont comparés aux États-Unis. Ce qu'on remarque, c'est que la Suisse fait extrêmement bien, le Royaume-Uni aussi, mais le Danemark et la Suède, que vous ne voyez probablement pas, mais le Danemark à 163 et la Suède a un index de 127, performent beaucoup mieux que les États-Unis. Et le modèle nordique, si on prend comme l'ensemble, ensemble, ils font quand même mieux que le modèle anglo-saxon ensemble. Puis si on regarde, là, on va plus dans les vraies mesures bibliométriques, le nombre de publications per capita, on se rend compte que le Danemark produit presque 3 fois plus d'articles per capita que les États-Unis. Et leurs articles sont aussi plus cités. Donc, je me suis dit, OK, on a une espèce de modèle différent qui semble performer au moins aussi bien, mais qui ne correspond pas du tout aux préceptes anglo-saxons. Le fait qu'il y a la gratuité scolaire, le fait qu'ils ont un très haut taux d'accès, le fait que l'État intervient beaucoup. Et donc, je me suis demandé, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès social-démocrate? Et ce que j'ai décidé de faire, et c'est ce que j'ai fait pendant les 3 ou 4 dernières années, c'est que j'ai suivi un modèle hypothético-déductif. Là, c'est super petit, vous n'avez pas besoin de lire les choses. L'idée, c'est que j'ai essayé de répertorier l'ensemble des explications possibles pour le succès social-démocrate. J'ai trouvé 39 explications. Je les ai regroupées en facteurs, ça a donné 8 facteurs. À l'origine, c'était 6, une analyse factorielle en a donné 8, peu importe. Les 8 facteurs que j'ai décidé après, ces 8 facteurs-là sont devenus des hypothèses que j'ai décidé de tester empiriquement sur le terrain.
Donc, les 8 facteurs, c'est quoi? C'est les traditions universitaires, les croyances sociales, la différenciation institutionnelle, le travail universitaire, dont je vais parler plus spécifiquement par la suite, les pouvoirs publics, les mécanismes de financement, la collaboration avec le privé et l'internationalisation. Bon, les facteurs, comme les systèmes, sont immatériels et c'est difficile d'avoir accès à un facteur avec ses mains. Donc, je décide d'aller avec, il y a différentes mesures d'approximation, des proxies, on peut utiliser des mesures bibliométriques, des statistiques nationales, des documents politiques. Moi, j'ai décidé de parler aux acteurs impliqués dans la production de recherche à différents niveaux et d'essayer de leur demander qu'est-ce qui favorisait ou qui nuisait à leur production de recherche universitaire. Donc, c'est le modèle du cadre de la gouvernance multiniveau. J'ai divisé les systèmes d'enseignement supérieur en 3 niveaux, international, national et institutionnel. J'ai divisé en 14 strates. Les strates, c'est le type d'organisations qui sont impliquées dans la production de recherche ou de façon indirecte ou indirecte. Donc, ça inclut les ministères, les agences d'évaluation, les conseils de recherche, les organisations de réseautage, les syndicats, les conseils d'administration. Dans chaque pays, une université dans laquelle j'allais voir les conseils d'administration, des secteurs à la recherche, professeurs, ou étudiants, et voilà. Donc, au total, qu'est-ce que j'ai? J'ai 56 entrevues et j'ai 456 questionnaires parce que je voulais avoir une méthode mixte où je demandais dans les questionnaires, je mettais une liste des 39 explications, puis je demandais aux gens de 1 à 5 de me dire l'impact que ça pouvait avoir. Et pour qu'un facteur soit considéré comme provisoirement retenu, il fallait que j'aie une convergence entre des résultats statistiquement significatifs et une saturation dans mes entrevues. Je vais assez vite là-dessus parce que ça, c'est juste la deuxième histoire, puis je veux me garder du temps pour la troisième. Oui, vas-y. Oui. OK, j'ai du temps. Il faut que je parle moins vite, c'est ça que tu me dis. C'est bon. On a encore du temps? C'est vrai que grâce à Alexandre, dans le fond c'est de ma faute, c'est moi qui... Non, je l'ai appelé, j'ai dit, viens pas. Donc, en fait, et c'est là, ça c'est c'est le seul tableau que je vais vous présenter par rapport à ma recherche, parce que, comme je me suis dit, il y a vraiment une troisième histoire que je veux aborder avec plus de temps. Mais dans le fond, les facteurs qui sont sortis les plus importants dans mes entrevues et dans mes questionnaires, les 2 premiers, c'est les traditions universitaires et l'internationalisation. Je vais commencer avec l'internationalisation. Ce n'est pas révolutionnaire comme résultat. On parle de pays qui ont entre 5 et 9 millions d'habitants. On parle d'un contexte dans la société de la connaissance où les disciplines deviennent de plus en plus spécifiques. On a besoin d'une surspécialisation maintenant pour enseigner dans quelque chose. Et donc, il est normal, dans ce contexte-là, dans ces pays-là, que souvent, il y avait juste un professeur dans sa spécialité dans tout le pays. Donc, la collaboration internationale, elle est nécessaire, elle est essentielle. Et ça vaut de même pour le recrutement de professeurs à l'étranger, parce que là, c'est évidemment, il y a un gros problème quand on est dans un si petit pays pour avoir dans les bassins qu'on peut aller chercher. Il y a le fait de recruter des étudiants dans l'étranger et aussi de bénéficier d'un financement international qui est extrêmement alléchant. Le Conseil de recherche européen a un financement de 13 à 17 milliards et ces pays-là font très bien en sciences, donc ils vont chercher beaucoup plus que leur prorata en termes de financement de recherche. Donc, c'est pour eux essentiel de s'internationaliser ou de développer des liens internationaux. Les traditions universitaires, ça, c'est assez intéressant parce que c'est un ensemble de facteurs culturels, cognitifs, socioculturels qui structurent l'enseignement supérieur. Ça inclut d'abord la liberté universitaire. C'est pas non plus révolutionnaire. On ne peut pas faire de recherche si on n'a pas la liberté de faire de la recherche dans ce qu'on veut. Mais la liberté universitaire, là-bas, elle est défendue par des lois, vraiment, formellement. C'est inscrit dans plusieurs lois que la liberté universitaire elle est essentielle. Mais elle est aussi défendue par un ensemble de facteurs culturels, dans le sens où les citoyens ont vous connaissez probablement ceux qui ont entendu parler des pays nordiques, il y a une certaine confiance des citoyens envers leurs institutions. Ça se reflète aussi dans la confiance envers les universités et les chercheurs. Ils ne perçoivent pas du tout que c'est une tour d'ivoire ou du monde qu'on ne sait pas, des classes les plus aisées font de la recherche que personne ne comprend et que personne ne comprendra jamais. Il y a une espèce de notion de se dire, bien, comme tout le monde a accès, théoriquement, donc dans la croyance sociale, tout le monde a accès à l'enseignement supérieur, donc c'est une question de capacité, de volonté, donc c'est du monde comme nous autres. Puis, ils contribuent à leur société parce que les universités sont perçues comme essentielles au développement de ces nations-là. Donc, ils sont perçus comme étant essentiels. Ils ne sont pas surpayés. Leurs niveaux de salaire sont relativement semblables à la moyenne des salaires partout, en fait, au moins de la fonction publique. Et donc, il y a cette idée de confiance, de dire, ben donc, ils font leur recherche et c'est très correct. Ça vient contrecarrer cette espèce de pression-là de New Management, de dire il faut surveiller ce que font les professeurs. Donc, il y a une espèce de liberté universitaire. Il y a aussi dans les traditions universitaires
cette notion de financement public, et là, je dis, mais le financement public, ce n'est pas une tradition. Oui, si on prend le modèle Humboldtien de dire que l'État, parce que les pays nordiques, à partir du 19e siècle, se sont beaucoup rapprochés de l'Allemagne, et il y a cette idée-là de dire que l'État finance l'université dans laquelle il se fait de la recherche fondamentale et donc la protège des aléas du marché. Il est une tradition universitaire d'être financé massivement par le public. Et le financement massif a une rationalité économique dans le sens où certains me disaient, quand l'économie ralentit, l'État a souvent, dans les pays nordiques, des investissements anticycliques qui visent à augmenter son financement dans la recherche au lieu de baisser pour consolider la place des universités et dans ce monde de l'économie du savoir. Et donc, quand l'économie reprend, on est en avance. C'est une rationalité qui est aussi basée sur un principe social-démocrate et je trouvais ça intéressant de mettre tout ça en lien. Et finalement, il y a le travail universitaire. Le travail universitaire qui obtient un score moyen plus bas que les autres. Mais si vous regardez les items, parce que là, je n'ai pas mis les items qui étaient dans chacun, mais dans le travail universitaire, j'ai mis les 3 items principaux. Les études doctorales, c'est vraiment extrêmement important. Et les écoles doctorales et l'expansion des études doctorales, qui a vraiment une moyenne à 4,18, presque autant que les traditions universitaires. Donc vraiment, ce qui vient baisser, c'est les chercheurs à contrat. C'est là où on va pouvoir en discuter tantôt. Mais c'est cette idée-là de dire que le travail universitaire a aussi un rôle important. Et là, je vais passer à ma 3e histoire. Dans ce schéma-là, j'essaie comme de m'éloigner pour que vous le voyez. J'essaie de présenter les interactions entre les fondements de la social-démocratie, l'expansion des études doctorales et des chercheurs à contrat. Bref, l'idée, et je vais parler des termes tantôt, mais l'idée, c'est que la social-démocratie a conduit à une démarchandisation de l'enseignement supérieur, à un productivisme, je vais expliquer ce que c'est tantôt, ce qui a conduit à une expansion des études au doctorat et une expansion de ce que j'appelle les écoles doctorales, ce qui a évidemment débordé en créant plus de chercheurs à contrat, plus de postdocs, ce qui crée une précarité, mais qui, la précarité, contribue aussi à la production de recherche universitaire, et c'est ça où ça va devenir nuancé et intéressant, et une précarité qui, autant que possible, est minimisée, ou dont les impacts sont minimisés par un certain filet social propre à ces sociétés-là. Je commence. Dans les systèmes sociodémocrates, les services publics sont démarchandisés dans le sens où l'État s'assure que l'accès à un service ne dépend pas de la capacité de payer. Le service est protégé techniquement des aléas du marché. Ce que ça signifie dans ces systèmes-là, c'est la gratuité scolaire. C'est des bourses pour tous les étudiants au premier cycle et au cycle supérieur, un salaire. En fait, sauf en Finlande où le statut varie pour les étudiants, mais techniquement, tous les étudiants ont le statut d'employés de l'université. Ils sont sur le payroll et c'est ça leur statut. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des chercheurs. Et donc, il y a cette notion-là. Et il y a un autre fondement qui est important, c'est le productivisme. Le productivisme, c'est l'obligation morale pour l'État de maximiser le potentiel productif de ses citoyens en leur offrant le plus possible des occasions d'emploi ou des occasions d'éducation. Donc, il est important pour l'État d'offrir une espèce de formation en continu. Il faut toujours que les gens puissent se former de plus. Et s'ils n'ont pas d'emploi, qu'ils se forment, puis s'ils ne se forment pas, qu'il y ait un emploi. C'est un ou l'autre. Et ensemble, ces deux fondements-là ont contribué à massifier l'enseignement supérieur. Ça crée un bassin de candidats pour le doctorat. Les États ont ensuite élargi l'accès au 3e cycle. Le nombre de doctorats décernés dans les pays nordiques a augmenté de 32% en moins de 10 ans. Il a doublé au Danemark et doublé en Finlande, qui dépasse maintenant leur moyenne de production de doctorat, dépasse le Canada, les États-Unis et l'OCDE. Pour les gens que j'ai interviewés, ça a un impact majeur sur la production de recherche. Je vais juste lire une des citations. Un des facteurs les plus importants, c'est qu'à la fin des années 80, la production de recherche au Danemark était plutôt faible par rapport à d'autres pays européens. Il y a eu alors des réformes majeures des études doctorales. Le nombre d'étudiants a plus que doublé et dès la 3e année après cette réforme-là, on a remarqué une amélioration rapide de la production de recherche et de son impact. Évidemment, on augmente le nombre d'étudiants au doctorat, on augmente donc le nombre de personnes qui font de la recherche. Par définition, on augmente la quantité de recherche qui est produite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste le nombre, c'est aussi le statut que ces étudiants-là ont. Le statut d'employé qui, selon eux, leur donne une autonomie et une sécurité financière. Une des étudiantes en Norvège disait, ici, on n'est pas des étudiants. On est des chercheurs indépendants. Dès le premier jour, on est indépendant et on est payé comme des fonctionnaires juniors. Ça leur donne une liberté académique. Ils disent une liberté sans devoir sans cesse chercher ou trouver du financement. Ça leur permet souvent d'avoir une famille, d'acheter une maison pendant qu'ils font des études doctorales dans ce cas-là, surtout parce que les doctorats sont quand même plus payés que les maîtres.
Et les écoles doctorales, c'était l'idée d'une coordination. On parle de petits pays. Donc, en Norvège et en Finlande, c'était super intéressant, c'est qu'ils ont créé des écoles doctorales pluri-universitaires. Donc, les étudiants, les meilleurs étudiants dans les disciplines qui avaient été définies comme prioritaires par l'État, les universités et les conseils de recherche, lorsqu'ils entraient dans ces écoles doctorales-là, ils avaient des conditions de travail extraordinaires et surtout, ils étaient mis en lien avec les meilleurs professeurs, quelle que soit leur université d'attache. Donc, on étudiait à telle université, mais en fait, notre directeur de thèse pouvait être dans n'importe quelle université du pays, dans la discipline que nous, on avait. Et ça a permis, pour plusieurs des interviewés, d'augmenter rapidement la qualité des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui ont commencé à étudier dans les écoles doctorales en 1995, ils sont professeurs. Et pour eux, pour les interviewés, ça a eu un impact important. Ce que ça a fait, par contre, c'est que ça a déplacé le goulot d'étranglement. En fait, il était relativement difficile avant d'accéder au PhD dans des disciplines scientifiques. C'est devenu beaucoup plus facile maintenant, au dire même des étudiants et des professeurs. Et c'est rendu au postdoc que le moment clé d'une carrière scientifique se fait. C'est là où le chercheur doit surproduire pour rester dans le milieu universitaire, pour se développer un nom. C'est aussi la période où il y a le plus d'articles en tant que premier auteur. Et donc, cette idée de surproduction là, que j'ai mis en gras, c'est important à garder pour la suite des choses. C'est pas tout le monde qui réussit, après un doctorat, à obtenir un postdoc, et beaucoup vont rester, mais sous des chercheurs à contrat. Et ça, évidemment, ces chercheurs-là contribuent à la production de recherche, mais ils créent aussi une certaine tension dans les systèmes d'enseignement supérieur. Donc, je vais juste lire la deuxième citation. Le problème, c'est que ce qui vient après le PhD, il n'y a pas d'étape claire. Puisqu'il y a tant de financement qui vient des conseils de recherche, on se retrouve avec des chercheurs qui sont financés, mais qui n'ont pas de poste officiel. Ils sont employés comme chercheurs, mais ils ne peuvent pas obtenir de promotion ni de superviser d'étudiants. Ils sont considérés comme du personnel administratif, même s'ils font de la recherche. Comme on ne peut pas prévoir qui va obtenir du financement par la suite, comme université, parce que c'est un administrateur universitaire, on ne peut pas leur offrir autant de postes permanents qu'on voudrait. Donc, il y a cette idée-là où il commence à avoir une espèce de périphérie qui tourne autour des professeurs permanents et qui peut éventuellement peut-être poser problème. En fait, le problème vient au niveau de la précarité. Et là, je parle tellement que je ne sais même plus où je suis rendu. En fait, je le sais parce que je l'ai là, mais je me dis dans mes papiers, là. Ah oui, c'est ça, il faut. Merci, Martin. C'est un peu mon mentor, hein, Martin Maltais. C'est ça. Oui. Ah! Ben oui, c'est vrai. C'est parce que comme je leur ai dit que je me tenais debout, ils m'ont mis celui-là, puis là, je pensais qu'il fallait que je parle de... Fait que là, est-ce qu'il faut que je recommence du début, là? Non, ça va? Vous l'avez eu? OK, c'est bon. Merci, Martin. J'avais comme pas réalisé que j'avais un micro sur moi. Ben oui, j'ai pas besoin de ça. Moi. C'est pour ça que quand je m'éloignais, ça marchait aussi bien. Je me disais, voyons, ils sont donc bien bons, leur micro. C'était que... Je me disais, il est où le perchiste? Bon, OK. Donc, cette croise. Bon, OK. Multiplication des doctorants, des postdocs et des contrats amène, bien entendu, une situation de précarité. Une précarité qui se serait aggravée par le fait que les professeurs qui obtiennent leur permanence ont de plus en plus la responsabilité de gérer des projets de recherche, d'obtenir du financement et de participer à des tâches administratives, ce qui donne beaucoup moins de temps pour réaliser les projets de recherche eux-mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi les profs disaient, honnêtement, si je n'avais pas d'étudiants au doc ou de postdoc, je ne ferais pas de recherche. C'est pas moi qui ai fait la recherche. Et ils l'avouaient, c'est pas moi qui fais la recherche. Voyons, là, pourquoi j'ai... OK, c'est là, il faut que je vois. C'est bon? OK. Et en fait, c'est ça. Et finalement, le financement de base qui est accordé aux universités, donc le fonds opérationnel, est de plus en plus remplacé, comme un peu partout dans le monde, par un financement compétitif basé sur des projets. Ce qui permet aux meilleurs projets de se démarquer, mais ce qui fait aussi que ça crée un problème de continuité dans le financement et ça crée évidemment des opportunités de recherche à court terme, mais très peu de possibilités pour des emplois à plus long terme. Ça contribue à la production de recherche et ça, je trouvais ça intéressant. Il y a des gens qui disaient vraiment, oui, la précarité nous permet d'avoir plus de recherche. Pourquoi? Parce que les postdocs, mais sûrement aussi les doctorants et les chercheurs à contrat, doivent surproduire au-delà de ce que leurs contrats disent s'ils veulent rester dans le milieu universitaire. Ça permet aussi une certaine flexibilité en fonction des intérêts de recherche, en fonction des domaines qui sont les plus priorisés par les conseils de recherche ou en fonction des demandes, ou bon, peu importe. Ça permet une flexibilité. Les étudiants, quand il n'y a plus de fonds, bien, il n'y a plus personne, c'est tout. Et pour certains professeurs, c'était aussi une question de méritocratie.
La citation en haut disait, en fait, je prends juste la fin, ça a un impact positif, il y a une forte compétition, les meilleurs vont continuer à obtenir du financement après leur contrat, ça va favoriser l'évolution. En fait, ce qui montre, c'est une méritocratie accentuée. La compétition augmente, mais on présume que les meilleurs vont toujours pouvoir rester. Mais à moyen et à long terme, les gens que j'ai interviewés ont quand même avoué que ça pourrait avoir un problème. Là, je ne parle pas sur les étudiants eux-mêmes, sur les individus. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je ne m'intéresse qu'à l'impact sur la production de recherche. Et donc, évidemment, à court terme, il y a des impacts sur les individus. Mais il pourrait, à moyen et à long terme, avoir un impact sur la production de recherche en elle-même. Le problème, c'est la continuité. C'est difficile pour des professeurs. En fait, c'est un casse-tête administratif. Il y a des étudiants qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Il dit, moi, je viens de former quelqu'un. La personne apprend le logiciel, apprend les techniques, développe une façon de fonctionner avec des algorithmes. Paf, part après 3 ans, j'ai personne pour la remplacer, l'expertise se perd. Il dit, c'est un casse-tête, surtout quand les gens partent avant la fin du projet de recherche. Et là, je vais le dire, donc tous les contrats sont à durée déterminée. C'est difficile pour les professeurs d'embaucher, de planifier. C'est un vrai casse-tête. Bref, c'est ça que j'ai dit. Et ça fait perdre l'expertise. Il y a aussi un problème d'exode des cerveaux. C'est bien beau une compétition accentuée, mais s'il n'y a jamais de possibilité pour les meilleurs de se placer, bien, soit ils vont aller dans le privé, soit ils vont aller ailleurs. Ce qui est, pour certains, vont dire, mais ce n'est pas un problème. C'est pas nécessairement un problème. C'est-à-dire que si moi je regarde la production de recherche universitaire au niveau national, c'est sûr que s'ils ne sont plus dans les universités ou s'ils vont ailleurs, ils baissent les données. C'est juste une question. Si notre objectif, c'est d'avoir les plus grosses données possibles et biométriques, bien là, on vient de perdre. Moi, c'est là-dessus que je me concentre. Maintenant, cette précarité, elle se trouve amenuisée par un contexte social-démocrate qui, en plus de favoriser une certaine égalité d'accès à l'enseignement supérieur, favorise une égalité de conditions pour tous les citoyens. Mes recherches m'ont révélé que les associations étudiantes, les syndicats de professeurs et les pouvoirs publics jouaient un rôle clé afin de minimiser la précarité. Tout d'abord, bon, je vous ai déjà dit que les étudiants ne payaient pas de frais de scolarité, qu'ils étaient payés. Alors, imaginez ma surprise quand j'ai fait une entrevue avec la représentante d'une association étudiante en Suède. Elle m'a parlé du prochain dossier de son association. Et je vais vous lire sa citation. « À chaque année, nous faisons avancer un dossier. L'an dernier, nous nous sommes assurés que les 4 années du doctorat étaient rémunérées. C'est parce qu'avant, c'était 3 sur 4 étaient rémunérés. Cette année, nous travaillons sur l'enjeu de la prolongation. Si un étudiant devient parent, il a le droit à un congé parental rémunéré. S'il est malade, il a le droit à un congé de maladie payé. Mais à son retour, il lui faut du temps pour se remettre à jour. Les étudiants devraient avoir le droit à 1 mois payé supplémentaire pour cela. » On est sur une autre planète, là. Moi, comme étudiant en doctorat, je me dis, OK, là, vous vous battez pas juste pour qu'ils soient payés, mais qu'en plus, ils ont un congé rémunéré, congé de payer, congé parental rémunéré, mais lorsqu'ils reviennent, ils auraient le droit à 1 à 6 mois rémunérés juste pour se remettre dans leur dossier. On est vraiment ailleurs. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est qu'il y a une précarité, il y a une compétition, il y a une pression qui se crée, mais il y a des associations qui se sont mises en place pour protéger les conditions, la dignité des travailleurs, leur possibilité de quand même fonder une famille, de quand même acheter une maison, même si c'est à court terme et qu'on ne sait pas si dans le long terme ça va se maintenir, au moins quand on est là, on est bien traité. Parlons du rôle des syndicats de professeurs, qui pour eux créent l'équilibre entre l'élitisme, la méritocratie et l'égalité sociale. Et ça, vraiment, je vais lire les 2 citations, les 2 dernières, parce que pour moi, elles sont extrêmement importantes. L'Université d'Oslo a été traduite en justice parce que la loi norvégienne force tout employeur à offrir un contrat permanent si un employé travaille pendant plus de 3 ans sous contrat. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais l'université a dit que ce n'est pas possible pour les chercheurs à contrat parce que le financement ne vient pas d'eux autres, il vient des conseils de recherche. Et là, la cause n'est pas encore réglée. Les universités disent on voudrait bien donner des contrats là, permanents, mais ce n'est pas nous qui les payons, c'est eux qui se ramassent. Ils ont le droit qu'à eux, les chercheurs, d'aller chercher du financement par eux-mêmes. Et après ça, ils disent j'ai mon financement, est-ce que je peux m'installer dans ton université? Oui, mais demande-moi pas de te donner un contrat permanent. Ça, c'est la vision de l'administration. Donc, et le syndicat dit non, non. Mais quand même, il faut qu'on trouve une façon de s'assurer qu'il y ait une permanence qui se mette en place. Concernant, en Norvège, il y a aussi un système d'évaluation de la recherche. Donc, chaque chercheur, son nombre de publications est calculé. C'est agrégé par université et le gouvernement accorde, dans le fond, le financement gouvernemental varie de 10 %. Il y a un 10 % qui est basé selon la performance agrégée des universités en termes de production de recherche. Le syndicat a dit c'est correct, ajuste de 10 % son financement selon la performance des universités. Mais les syndicats s'assurent que tous les professeurs dans l'université sont payés également. Bien sûr, si un professeur ne fait pas de recherche, je ne peux pas s'attendre à une promotion. Et ce que le syndicat dit, c'est je ne peux pas empêcher que les universités, au niveau macro, soient payées différemment, mais je peux m'assurer qu'à l'intérieur de l'université, tous les profs sont payés également.
C'est là où je vous montre les différentes forces qui jouent. Et pour moi, je trouvais ça fascinant comment tout ça se mettait en place. Le rôle des pouvoirs publics, en fait, c'est extrêmement important. Le productivisme, en fait, je le reprends ici. Les gens m'ont demandé, quand je présentais là-dessus, ils m'ont dit, oui, mais est-ce qu'il y a une surproduction de PhD? Est-ce qu'il y a une surqualification? Pour qu'il y ait une surqualification, il faut penser en termes de marché, d'offres et de demande. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils pensent. L'État se dit, je dois maximiser le potentiel productif, donc offrir le maximum d'occasions d'éducation, même si ça implique que mes directeurs de musée ont des doctorats, que mes avocats ont des doctorats, que mes directeurs d'hôpitaux ont des doctorats. C'est pas grave, parce que dans le fond, on ne peut jamais être surqualifié dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la recherche? Bon, bien, il y a trop de docs, parfait, on va faire plus de postdocs. C'est ça que maintenant l'Académie de Finlande a décidé de faire. On augmente la quantité de postdocs qui est donnée. Et certains disent, bien, ils font juste repousser plus loin le système. Mais en même temps, ça fait partie de cette logique-là. Il y a aussi une égalité de conditions. Si quelqu'un, un citoyen, décide que finalement le milieu universitaire n'est pas sa place, d'ailleurs, 98% des doctorants trouvent un emploi dans les 6 mois. Ce n'est pas un problème. Ça se peut que ce soit à l'extérieur du milieu universitaire, mais les conditions de travail sont relativement égales. Donc, personne ne va être défavorisé au niveau des conditions d'emploi et des conditions de travail s'il travaille à l'extérieur du milieu universitaire. En conclusion, ce que j'essaie de présenter, c'est un portrait nuancé. Pour moi, l'important, ce n'était pas d'idéaliser ou de démoniser un modèle, mais de montrer comment des tendances à la fois mondiales et nationales s'inter-influencent et créent une dynamique complexe. À tort ou à raison, au niveau mondial, il y a une forte compétition entre les États, les universités et les chercheurs pour la production de recherche. J'ai montré que malgré l'hégémonie du discours libéral ou néolibéral, les systèmes sociaux-démocrates parviennent à produire beaucoup de recherche sans sacrifier l'accessibilité aux études, notamment notamment en mettant l'accent sur la liberté universitaire et au financement public et à l'internationalisation. J'ai ensuite montré qu'à l'instar de ce qui se passe ailleurs sur la planète, le nombre de doctorants dans les pays nordiques augmente de façon importante et ça justifie à la fois à la lumière d'un droit humain à l'éducation, d'une logique social-démocrate de productivisme et d'un désir scientifique des universités de contribuer au savoir. Par contre, j'ai aussi montré que cette croissance des troisièmes cycles avait créé une masse de chercheurs sans permanence. Et je vais terminer cette présentation-là avec la métaphore de Broadbent sur le centre et la périphérie. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit centre privilégié qui est les professeurs qui ont des conditions d'emploi permanentes, ceux qui ont eu le tenured, même si dans ces systèmes-là, comme chez nous au Québec, le mot tenured vraiment ne fonctionne pas, mais ceux qui ont leur agrégation, leur permanence, c'est un petit centre. Et autour, il y a une gigantesque périphérie de docs, de postdocs et de chercheurs qui gravitent. Le centre s'approprie le capital scientifique qui est produit par la périphérie et le convertit en capital symbolique, donc les citations, les publications, les promotions, et en capital économique en matière de subventions et d'augmentation. En échange, il redistribue à la périphérie la précarité ou le risque inhérent à la recherche universitaire. Donc, s'il y a un projet qui n'aboutit pas, ce n'est pas le professeur qui va le payer, qui va en payer le prix. S'il y a un financement qui se termine, ce n'est pas le professeur non plus qui va en payer le prix. Donc, il redistribue le risque à la périphérie. Maintenant, dans les systèmes sociodémocrates, le système économico-politique tente de minimiser les impacts de cette périphérie. Donc, ils essaient de protéger cette périphérie-là des aléas du marché à l'extérieur des universités. En ce moment, ça fonctionne, l'équilibre se fait quand même bien. Mais on peut se demander combien de temps l'équilibre va pouvoir durer quand, par exemple, certaines études en Norvège disent que la périphérie, donc si on prend tous ceux qui font de la recherche mais qui ne sont pas professeurs, c'est 80% en Norvège. Donc, on a une périphérie gigantesque et combien de temps est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir? Si on pense qu'elle ne peut pas se maintenir longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut accorder plus de postes permanents? Si oui, il faut changer le mode de financement des universités. Est-ce qu'on veut réduire le nombre de doctorants? Bien, si on fait ça, c'est d'aller à l'encontre de ce que dit une société de la connaissance où on devrait tous, et que ce serait normal et sain dans notre société qu'on ait de plus en plus de gens mieux formés. Pour moi, c'est des enjeux complexes et j'espère qu'on va pouvoir continuer à réfléchir là-dessus dans la journée et demie qui nous reste. Sur ça, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Je veux juste vous dire que c'est le Père Noël en Finlande et c'est le vrai Père Noël, il est en Finlande. Je l'ai rencontré, je vais juste vous le dire.